Bonjour, c'est l'heure de la Voix est libre sur France 3. On reprend le format traditionnel de l'émission. 3 quarts d'heure pour découvrir une personnalité de la région et son actualité. Et notre invité a été au cœur de l'actualité cette semaine. Il y a quelques jours, il se voyait venir ici comme président de la plus grande métropole française, le Grand Lyon. Et puis voici ce qui s'est passé. C'était mercredi, un peu avant 18h. Ont obtenu Gérard Collomb, 92 voix, élu. Je poursuis. François-Noël Buffet, 58 voix. Monsieur Boudot, 2 voix. Monsieur Brett, 1 voix. Bonjour François-Noël Buffet. Bonjour. Sénateur maire d'Oulin, candidat malheureux, très malheureux même à l'élection à la présidence du Grand Lyon. Est-ce que vous avez eu un peu l'impression, au moment où M. Vial, qui présidait la séance mercredi, a annoncé ce résultat, de prendre une armoire sur la tête ? Oui, c'est moins moi qui suis en cause, j'allais dire, à titre personnel. Ça n'a pas d'importance majeure. Ce qui est dommage, ce qui est désolant, c'est qu'on ne s'attendait pas du tout à un tel résultat, à une telle ampleur. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de personnes que moi j'avais rencontrées, qui avaient pu me confier des choses, n'ont pas forcément tenu leur parole. Vous étiez sincèrement, on s'est parlé juste avant la séance, vous étiez sincèrement convaincu de gagner avant que ça ne commence ? J'étais convaincu que la présidence se jouerait à quelques voix. 3, 4 voix, peut-être 5, mais pas plus. C'était une conviction profonde. Eh bien, les faits ont montré que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et les raisons de cela, on le sait, c'est que probablement des gens n'ont pas tenu la parole qu'ils avaient donnée et d'autres, peut-être même, ont décidé de précipiter les choses. Tout ça est possible. On va en reparler évidemment pendant cette émission. On parlera aussi de votre commune, Oulin, où passe désormais le métro. Qu'est-ce que ça a changé ? Et puis de ce village de Bungalow, construit dans le quartier de la Saulée, fin 2013, pour accueillir dans des conditions décentes les réfugiés qui dormaient sous un pont lyonnais. Vous aviez protesté à l'époque, et on en parlera de manière plus générale, la question critique de l'hébergement des sans-abri avec le responsable de l'association Alinéa. C'est un des acteurs majeurs de l'hébergement d'urgence. Et puis il est avec nous, il est de retour, c'est Olivier Michel pour le face-à-face après le flash de midi. Bonjour Olivier. Bonjour Paul. Alors avant de venir vous parler, je vais d'abord beaucoup vous écouter. Je prendrai des notes sur vos différents débats et puis j'en profiterai pour ensuite titiller François-Noël Buffet. Évidemment, au cœur de nos débats, la recomposition de la droite lyonnaise, notamment après l'échec de mercredi. Je voudrais aussi qu'on aborde la question de la réforme des collectivités territoriales suite aux annonces de Manuel Valls. Et puis évidemment, on évoquera les sénatoriales. Notre premier invité, c'est Marc Grivel. On va lui demander de nous rejoindre sur le plateau. Le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, président de ce groupe d'élus du Grand Lyon qu'on appelle le groupe Synergie. Bonjour Monsieur Grivel. Bonjour. Et merci d'être là. C'est quoi le groupe Synergie ? Le groupe Synergie est un groupe qui d'ailleurs aujourd'hui regroupe 26 communes. Du Grand Lyon. Du Grand Lyon. En finissant le mandat qui vient de se terminer, nous étions 23, donc je suis assez heureux de vous dire que nous sommes passés de 23 à 26 communes. On les appelle parfois les petits maires, mais vous n'aimez pas bien qu'on dise ça. Oui. Alors je ne ferai pas maire trop des petites communes. Voilà, je crois que c'est mieux. Parce que si vous prenez l'inverse des petits, ça devient grand et vous avez à ce moment-là des jeux de mots un peu bizarres, quoi. Un maire est un maire. Un maire est quelqu'un qui est là par choix et exerce des responsabilités fortes. Et dans sa commune, il a le plein exercice de différentes responsabilités. Donc un maire est d'abord un maire. Et ensuite, il est confronté à la taille de sa commune et donc aux difficultés éventuelles liées à ça. Alors, le groupe Synergie, c'est un groupe qui rassemble des communes, d'ailleurs de tailles différentes, avec cette possibilité de prendre de la distance par rapport à la politisation, on va le dire très carrément, hein, mais ce groupe fait des choix politiques en tant que tel. Et ces maires sont là pour vraiment rentrer dans le vif du sujet et travailler dans le cadre d'une métropole. Est-ce que vous estimez être de droite ? Effectivement, la plupart des maires qui sont dans le groupe Synergie sont arrivés avec une volonté de ne pas être marqués par une étiquette de droite. Ils ne refusent pas leur sensibilité de droite. Ils l'ont d'ailleurs exprimé. Vous avez une sensibilité de droite ? Centre droit, évidemment. Ouais. Ceci dit, la préfecture nous a demandé de nous mettre dans la nomenclature de la qu'elle a imposée. Et nous sommes divers droite, dans la plupart des cas. Mais ceci étant, c'est effectivement un classement qui à la fois nous est imposé et qui clarifie peut-être le débat. Avec votre nombre,
26 élus, vous l'avez dit. Vous pouviez faire une majorité ou l'autre au Grand Lyon mercredi dernier. Si vous aviez tous voté pour François-Noël Buffet, il serait aujourd'hui président du Grand Lyon. Est-ce que d'abord, puisque c'était un vote à bulletin secret, est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire, pour qui avez-vous voté? Pour qui ont voté les maires de Synergie? Pour M. Buffet ou M. Collomb? A priori, vous avez plutôt voté Gérard Collomb. Alors, je vais répondre à cette question toute simple, d'autant plus que je suis devant François-Noël Buffet. Je préfère vraiment que vous me posiez la question, non pas pour qui vous avez voté, mais pourquoi vous avez voté. C'est manifestement... Je peux commencer par pour qui, puis après je vous demande pourquoi. Non, moi je commence par pourquoi. Parce que c'est important, en tout état de cause, de voter par rapport à une métropole. Et que cette métropole, c'est un projet. Et le projet, d'ailleurs, il a été présenté par l'un et l'autre des candidats. Et on a eu l'occasion d'en parler très librement avec Gérard Collomb, d'une part. On a appelé ça une audition. Et cette audition, elle était tout à fait sérieuse. Et on en a parlé aussi avec François-Noël Buffet. C'était très important de parler du projet. Et donc de se dire, ce projet-là, présenté par tel candidat, eh bien, il peut convaincre certains d'entre nous, et puis l'autre candidat peut convaincre d'autres d'entre nous. Ce qui veut dire que par rapport à votre question, le groupe Synergie n'avait pas de consigne de vote, avait la liberté de pouvoir voter pour l'un ou pour l'autre. Et donc, la réponse que je vous fais, c'est manifestement, les voix de Synergie sont allées vers l'un des candidats et l'autre des candidats aujourd'hui. C'est Gérard Collomb, on est bien d'accord? Oui, bien sûr, Gérard Collomb et François-Noël Buffet. Alors, François-Noël Buffet, vous avez tenu des propos très durs à l'issue de ce scrutin, parlant de trahison. Est-ce que vous avez l'impression que les élus de Synergie vous ont trahi? Et pourquoi ce terme? Je n'ai pas l'impression que les élus de Synergie, plus que d'autres, aient trahi. Je dis simplement qu'il y a deux choses qui me choquent. La première, c'est que le résultat des élections municipales avait donné une majorité à la sensibilité de droite, pour être assez large, dans cette communauté urbaine. 49 communes sur 57. 190 000 voix d'un côté, 170 000 de l'autre, sur un système de fléchage, c'est-à-dire avec une légitimité politique nouvelle par rapport aux années précédentes, et donc qui traduisait l'engagement des populations. Ça, c'est quand même une difficulté que de ne pas respecter cet engagement-là. Alors on me dira, c'est un débat politique ou un débat politicien. C'est d'abord une réalité démocratique. Ensuite, il y a un certain nombre de collègues dont je savais qu'ils étaient plutôt sensibles à ce que pouvait leur proposer Gérard Collomb, et pour de multiples raisons. Mais il y en a beaucoup dont je savais aussi ce qu'il m'avait dit, les yeux, dans les bureaux, dans les discussions. Et donc, c'est pour ça que je me permettais de dire que entre 4 et 5 voix, c'était la majorité. On se dit les choses franchement, monsieur Buffet. Est-ce que c'était le cas de monsieur Grivel, par exemple? Mais je n'ai pas à dévoiler quoi que ce soit sur qui que ce soit, à quel moment que ce soit. J'ai une grande amitié, une grande sympathie pour monsieur Grivel. Que les choses soient claires. Et vraiment très sincère. Donc voilà, je n'ai rien à dire d'autre. En ce qui le concerne, Marc Grivel est un ami, point. À partir de là, les choses sont claires. Je le confirme. François-Noël Buffet est un ami. Et ça nous a été d'ailleurs tout à fait profitable pour échanger depuis fort longtemps sur des sujets importants. Je pense qu'il faudrait que ça soit le fond de notre débat aussi. C'est d'ailleurs la mise en place d'une métropole avec tous les enjeux que l'on a sur les 6 ans qui viennent et par rapport à ce qu'on doit préparer pour 2020 à ceux qui prendront les rênes en 2020, parce que là, on engage des défis forts. Je ne suis pas heureux de la situation, chacun peut bien le comprendre. Mais en même temps, j'essaye de dépasser cela. Quel est le but? Le but était d'avoir une gouvernance plus collective, d'avoir une gouvernance plus proche des territoires, d'avoir des maires qui soient respectés dans cette métropole qui va être très difficile à construire. Et qu'on n'avait pas le sentiment depuis de nombreuses années que les choses se passaient ainsi. Et vous ne l'avez pas convaincu. Voilà. Vous n'avez pas été convaincu par ces arguments. Mais il y a plusieurs raisons à cela. Plusieurs raisons ont fait que certains ont fait d'autres choix, pas seulement sur ces critères-là, mais parfois sur d'autres critères. On vise beaucoup le groupe Synergie. J'entends des choses qui se disent. Ça n'est pas ma position. Ça n'est pas ma position. Vous avez a priori pas non plus fait le plein de voix UMP plus UDI. Donc il y a bien des élus centristes. Je dis bien que dans tous les groupes, il a manqué. Dans tous les groupes, il a manqué. Dans tous les groupes, il a manqué, et pour des raisons qui sont diverses et variées. C'est ça la réalité du vote. Comme quoi, par exemple? Et on n'est pas dans le secret de l'isoloir. Ce que je dis dans ce genre de situation, c'est qu'à jouer de cette manière-là, pour un certain nombre de collègues, ça veut dire qu'on décrédibilise l'action publique,
on décrédibilise l'action politique, la confiance que les gens peuvent faire dans leurs élus, et que par ailleurs, on favorise très nettement les votes extrêmes, et on les connaît, qui se nourrissent de cela. D'ailleurs, il n'a pas fallu attendre longtemps pour entendre les réactions à la fois du Front National et d'autres. Je ne parle pas des réactions de la présidente de l'UDI du Rhône, mais qui sont absolument incroyables. Donc prenons garde à cela, à jouer à ce petit jeu. C'est la démocratie qui souffre. C'est pas moi, c'est la démocratie qui souffre. Moi, j'aurais vous demander, Monsieur Grivel, très clairement, très franchement, est-ce que Gérard Collomb vous a promis des choses, des postes de vice-président, des crédits pour vos communes, des choses très concrètes? Est-ce que voilà, il y a eu des promesses en échange de votre vote? Ça marche comme ça, Non. les négociations? Non, ça ne marche pas comme ça, et heureusement. Alors on peut toujours trouver tel ou tel d'entre nous ayant eu un contact et en valorisant son expérience ou son expertise, qui peut très bien se dire, voilà, j'ai développé telle ou telle compétence et il serait plutôt bien que je sois impliqué dans une responsabilité dans la future métropole. Ce qui est important aujourd'hui, et je souscris, parce que c'est dans la même voie de ce que disait François-Noël Buffet, c'est il y a un moment donné, il faut se poser la question, quelle est la réalité? Bien sûr que les scrutins ont eu lieu, bien sûr que celui qui a eu lieu mercredi, tout le monde a été étonné par le résultat, par l'écart qu'il y a entre les deux candidats. Personne ne s'attendait à avoir un tel écart, il faut être clair là-dessus. Mais maintenant, il faut se mettre au travail. Ça veut dire que ce qui est important, c'est de regarder finalement quels sont ceux qui, parmi nous, ont les compétences les plus appropriées et les plus pointues pour pouvoir exercer des responsabilités. Il y aura des et dans ce synergies, cadre-là, il y aura des synergies, vice-président la semaine effectivement, certains maires qui font aujourd'hui partie du groupe Synergie des 26 auront des responsabilités parce qu'ils sont reconnus dans leurs compétences et leur expérience. J'ai une autre question. Mais c'est vraisemblablement la même chose pour d'autres groupes politiques. J'ai une autre question qui va être très directe. Est-ce que le fait que l'UMP présentait des candidats contre des maires du groupe Synergie pendant les élections municipales a fait qu'ils ne pouvaient pas voter pour un candidat de l'UMP à la présidence du Grand Lyon? Ça a eu une incidence. Il y a eu des conséquences. Comprenez quand même que sur le plan du vécu électoral, si je peux m'exprimer de cette façon-là, avec la violence de certaines campagnes quand même, ça a été un moment pour certains, dont des membres de Synergie, difficile. Mais ils sont costauds, et ils sont solides, et ils sont responsables. Donc ils peuvent aller au-delà, d'autant plus que la plupart du temps, ils se sont reconduits eux-mêmes et ont eu de bons résultats. Donc ça permet aussi de relativiser et de ne pas rester dans l'émotion. C'est clair que c'était un moment très difficile à passer, mais maintenant allons au-delà et mettons-nous au travail. Vous répondiez à ça, François-Noël Buffet. Vous présentez les candidats contre eux et après vous sollicitez leur vote. C'est pas un peu paradoxal? Nier cet élément serait mentir. Je l'ai entendu de la part d'un certain nombre de collègues qui avaient effectivement eu contre eux des candidats dans certaines communes. J'ai simplement essayé d'expliquer que dans le cadre de cette métropole et dans le cadre de l'expérience qui était la mienne, y compris dans ma commune, où une fois de plus je remercie encore les électeurs qui m'ont fait confiance pour la 3e fois, j'ai montré les capacités de rassemblement. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Chacun a fait les choix qu'il a pensé bons. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui... Les choix du parti n'ont pas été bons. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on réussisse cette métropole qui a des chances, qui a des handicaps lourds, qu'il va falloir traiter, qui, je pense, dans le texte de 2010, ne sont pas suffisamment traités, et des opportunités de rater. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans la technique dès aujourd'hui. Mais il faut que maintenant ce territoire fonctionne, c'est l'intérêt général qui l'emporte. Et puis je pense qu'il faut que sur le plan strictement politique et la façon de mener les affaires, on puisse afficher aussi parfois, plus clairement encore, soit nos accords, soit nos différences, en tous les cas donner de la perspective. Le passé est le passé. Il est douloureux sans doute. Je le redis, il est moins douloureux pour moi que pour l'organisation démocratique de notre territoire. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Grivel, d'être venu sur le plateau aujourd'hui, parler de ce vote de mercredi, maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et président du groupe Synergie, qui, on l'a compris, est capable de faire ou de défaire les présidents du Grand Lyon. Merci à vous. On va parler d'Oulin maintenant, cette commune dont vous êtes le maire, Monsieur Buffet, depuis 1997, et qui a connu en fin d'année dernière un changement important. La ligne B du métro, partie de Gerland, est passée sous le Rhône pour terminer chez vous, dans le quartier de la Saulée.
Les agents immobiliers se frottent les mains, les affaires sont florissantes. Le contre-coup, c'est que quand la demande augmente, eh bien forcément les prix aussi. Écoutez la question que vous pose Liliane Prébé. Elle dirige l'agence immobilière L'Immobilieur, qui se trouve d'ailleurs juste à côté de la mairie. Bonjour Monsieur Buffet. Suite à l'arrivée du métro sur Oullin, Oullin a pris de l'ampleur, notamment sur l'immobilier. Les prix de l'immobilier, grâce au métro, ont stagné sur l'ensemble d'Oullin et notamment des quartiers d'Oullin ont vu leur cote monter. Les taxes foncières et d'habitation vont-elles augmenter ou pas? D'autre part, vu la demande, car nous avons une nouvelle clientèle qui vient de Lyon, allez-vous construire comme par le passé des nouveaux immeubles, car nous en avons besoin sur Oullin? Beaucoup de questions. Alors, les augmentations d'impôts, vous avez promis que non? J'ai dit, il y a plusieurs choses. D'abord, pour répondre à la question je parlais de la fiscalité après, pour répondre à la question de l'arrivée du métro, c'est une chance considérable pour nous. Je rappelle que c'est 20 ans de travail, qu'il faut désormais le prolonger à l'hôpital Lyon-Sud. Je le redis, c'est urgent. Ce qui est prévu dans le mandat. Oui, j'espère bien que ce sera tenu, avec une mise en service en 2020. C'est donc pour nous une chance de développement, donc une attractivité nouvelle. Le prix moyen dans l'ancien a augmenté de 3% du fait de l'arrivée du métro, en tous les cas depuis que les travaux ont démarré. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que l'augmentation des prix ne soit pas incontrôlée ou incontrôlable, car mon but est de conserver sur le territoire Mais la demande a augmenté, un parcours résidentiel. Nous avons toujours été une ville qui attirait les gens. Mais la demande augmente plus maintenant, encore plus, parce que le métro est là et parce que les perspectives de son prolongement sont toujours là. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Va-t-on construire? Oui, bien sûr, nous allons construire. Surtout dans le quartier de la Solée, où il y a des réserves. Absolument. La commune est un petit territoire, 440 hectares, aussi dense que la ville de Villeurbanne au mètre carré par habitant, 26 000 habitants donc. Nous allons construire, non pas dans la partie centrale, j'allais dire, et les quartiers d'Oullin, qui sont déjà constitués. Mais en revanche, sur le quartier de la Solée, oui, nous allons construire sur les anciens terrains SNCF, autour de la station de métro. Il y aura bien évidemment du logement. Nous allons continuer à améliorer l'habitat ancien. Je rappelle que la vacance a chuté à Oullin. Nous sommes à un taux de 5,8%, alors que c'est de l'ordre de 7 à 8% au plan national, ou sur des communes de même strate. Donc c'est bien. Donc tout ça fonctionne et on est plutôt dans une situation où on va vers la croissance de cette commune, son développement, et véritablement on a beaucoup de chance, je dois le dire. Du coup, sur la pression fiscale. Oui. Pardon. Du coup, vous laissez tomber l'idée de devenir le 10e arrondissement de Lyon. On en parlait quand vous êtes venu la dernière fois, il y a un an et demi. Il n'y a pas d'intérêt à devenir un 10e arrondissement de Lyon dans la situation actuelle si c'est pour être un maire d'arrondissement sans pouvoir issu de la loi PLM. Et surtout si c'est le patron, c'est Gérard Collomb. Ça n'a pas d'intérêt majeur. Un jour, je pense que les choses évolueront. J'en ai la conviction. Les choses évolueront dans un délai de 15 ou 20 ans, mais il faudra alors modifier la loi PLM pour que nous conservions nos pouvoirs. Sur la pression fiscale, cela fait 10 ans que je n'ai pas augmenté la pression fiscale à Oullin. On a fait tous les efforts possibles. Je me suis engagé pendant l'élection municipale à maîtriser la dépense publique. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la baisse des dotations de l'État, toutes confondues, représente 700 000 euros. Je ne parle pas du coût des rythmes scolaires, de changement des rythmes scolaires qui passe d'une estimation à 320 000 euros à une estimation à 500 000 euros maintenant qu'on a terminé les concertations. On a beaucoup de mal à boucler. Il faut que les choses soient claires. Donc, on a beaucoup de mal à boucler. On va continuer de travailler pour ne pas, par tous les moyens, augmenter cette pression fiscale. Mais je dois le dire avec beaucoup de sincérité, c'est un grand regret. Ce sera difficile. Soyons clairs, ce sera difficile. Mais on va tout faire quand même pour y arriver. Parce qu'on connaît la situation. Moi, ça fait 10 ans que je fais des efforts dans cette ville. Des efforts considérables pour ne pas augmenter les impôts. Ça n'a pas été le cas de tout le monde depuis longtemps. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Autre grand sujet qui a mis Oullin sous le feu des projecteurs l'an dernier, c'est l'affaire dite des réfugiés du pont Kitchener. Je résume rapidement, pendant des mois, des réfugiés, principalement albanais et kosovars, 300 environ, en demande d'asile, ont squatté sous un pont proche de l'autoroute A7 dans des conditions sanitaires déplorables. Problème récurrent dans l'agglo, il n'y a pas assez de places d'accueil. Le préfet a donc décidé d'installer 150 d'entre eux sur un terrain de ce fameux quartier de la Solée, à Oullin, dans des bungalows. Dans un premier temps, M. Buffet, vous vous êtes beaucoup opposé à cette idée. Au final, ce qu'on appelle le village mobile, cette solution provisoire a tendance à s'installer dans la durée, puisqu'il est toujours là, ce village, habité aujourd'hui par 90 réfugiés. Je vais demander à Jérôme Collrat
de nous rejoindre. Vous êtes, Jérôme Colrat, le directeur d'une association nommée Alinéa, qui est d'ailleurs basée à Oullins, qui est d'ailleurs basée dans ce quartier de la Solée, c'est vos voisins, et dont le but est d'aider au logement des sans-abri. Vous n'êtes pas intervenu directement dans ce dossier, puisque c'est Forum Réfugiés qui avait pour mission d'aider à la construction de ce village. Mais en tout cas, j'imagine que vous l'avez suivi de près. On l'a suivi de près parce que nous sommes les plus proches riverains du village. Donc forcément, même si nous n'avons pas été partie prenante dans l'accompagnement, le suivi des personnes hébergées dans ce village, nous étions finalement installés en phase 2. Manifestation à Oullins, Monsieur Buffet, vous aviez vertement protesté en nous promettant presque une catastrophe pour la sécurité à Oullins si ces réfugiés s'installaient. Le bilan aujourd'hui, au mois d'avril, alors qu'ils sont toujours là, c'est que ça se passe pas si mal finalement. Je voudrais rappeler, si vous me le permettez, deux choses. D'abord, ce que je n'ai pas accepté, c'était la façon dont les choses ont été annoncées et dessinées par le préfet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais dit qu'il n'était pas question de pouvoir accueillir 320 personnes sur ce territoire-là, alors que la ville comptait déjà sur son propre territoire plus de 200 personnes qui sont dans différentes structures, naturellement. J'avais dit que si on m'avait demandé sur un nombre plus limité, nous aurions peut-être accepté de jouer le jeu. C'est parce que j'ai réagi de cette manière-là que finalement, nous avons eu 80 personnes, sur le 149, pardon, avec beaucoup d'enfants, et les choses se sont bien passées. Oui, les choses se sont bien passées. Elles se sont bien passées parce que nous avons demandé à ce que les choses soient organisées, structurées, que le préfet ait pris les engagements qui, de surcroît, ont été respectés. Il souhaite qu'on termine l'année scolaire. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'ai rappelé, j'aurais aimé aussi, là, en la circonstance, qu'il puisse me prévenir lui-même par téléphone qu'il avait pris cette décision, que je n'ai apprise au début du mois d'avril, à l'occasion d'une conférence de presse. C'est la deuxième fois que cette affaire se passe comme ça. Bon, les choses, honnêtement, se sont bien déroulées parce que les choses étaient parfaitement organisées. Et je tiens à saluer d'ailleurs le travail de Forum Réfugiés qui a été en tout point excellent sur ce sujet-là. Donc on attendra fin juillet correctement, en veillant à ce que les choses continuent de bien se passer. Vous souhaitez néanmoins que ce village soit démonté ? Bien sûr qu'il faut qu'il soit démonté. Il n'a pas vocation à être pérenne à cet endroit-là. Reste que le problème de fond est toujours là, c'est qu'on nous promet une réforme de la demande du droit d'asile, de la demande d'asile sur un texte législatif, bien sûr, que pour l'instant nous ne l'avons pas encore vu. Il était programmé pour cet été, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, car le sujet de fond, il est là, en matière de demande d'asile. Je discute bien, on parle des demandeurs d'asile, où c'est une procédure qui est dévoyée, et où finalement ceux qui devraient bénéficier de la demande d'asile n'en bénéficient que très tardivement, parce que d'autres filières qui ne poursuivent d'autres buts utilisent cette procédure pour faire venir des gens sur le territoire. On rentre dans un débat là national. Et puis la pression migratoire est très importante. Et puis on rappelle que les délais d'examen des demandes d'asile sont très longs. C'est 18 mois alors qu'il faudrait que ce soit de l'ordre de 6 à 8 mois maximum conditionnel du droit d'asile compris. Donc on n'est pas dans des situations acceptables, c'est bien clair. Et donc les gens sont là légalement en France en attendant leur demande d'asile et souvent dans la rue, M. Coltra, vous le... Oui, alors moi je trouve assez emblématique ce qui s'est passé sur Oullins. Par expérience, nous ouvrons, nous, régulièrement des centres d'hébergement. Systématiquement, les élus nous renvoient le fait que le travail que l'on engage est formidable, mais qu'il faut le faire sur un autre territoire que celui qui est concerné. Et au final, par expérience, systématiquement, et c'est pour ça que je dis que c'est assez emblématique, les choses se passent bien. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, les craintes que l'on pouvait avoir ne se réalisent pas. Et là, moi, pour la première fois à Alinéa, nous n'étions pas opérateurs d'une opération d'hébergement, mais riverains. Et j'ai été très, du coup, intéressé de voir comment moi, riverain, en tant que gestionnaire d'une association, je vivais cette cohabitation avec des personnes que je n'avais pas choisies. Force a été évidemment de constater, même si je m'y attendais, qu'il n'y avait aucun problème entre l'avant et l'après-installation des réfugiés albanais. Très sincèrement, il ne s'est rien passé pour nous. Ce système de village de bungalow qui était assez novateur aussi, en un sens, est-ce que c'est une bonne solution si on trouve les terrains ? Je ne sais pas si c'est une bonne solution, c'est en tout cas une solution indispensable. Les conditions d'hébergement des personnes qui étaient des conditions de survie inadmissibles sous le pont Kitchener, il fallait apporter une réponse sans délai. Et je crois que le préfet a vraiment eu raison de mobiliser ce terrain et ce village mobile. Mais là où je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion de fond, la question du sans-abrisme, c'est une question qui est d'une compétence de l'État et pas des communes.
pas du Conseil général, mais malgré tout, les personnes, elles sont ancrées sur un territoire. Et je crois que tant qu'on n'arrivera pas à dépasser cette peur de dire « moi, je ne peux pas accueillir parce que j'ai déjà trop de pauvreté », on ne s'en sortira pas. Je crois que les enjeux sont tellement forts autour de la question du sans-abrisme qu'on a besoin de communes. Moi, j'ai apprécié que M. Buffet, j'ai senti que vous aviez vraiment évolué sur cette question. Vous venez de le rappeler en disant, finalement, ça s'est bien passé, les conditions ont été réunies et il n'y a pas eu d'incident majeur, bien au contraire. Et du coup, je me dis, comment à partir de cette expérience-là, nous pouvons construire avec des élus comme vous pour que l'accueil des sans-abri ne fasse pas à chaque fois l'objet de peur où des riverains s'inquiètent inutilement et où finalement on instrumentalise quelque part des personnes dites sans-abri. Moi, ce que je reproche principalement, c'est la méthode qui a été utilisée par le préfet, qui a consisté à se laisser prendre dans des délais incroyables par rapport aux demandeurs d'asile qui étaient bloqués sous le pont Kichtener, et d'attendre la dernière minute pour pouvoir trouver une solution, j'allais dire, les jeunes diraient à l'arrache, quoi. C'est ça. Et ça, c'est pas possible. Vous créez des conditions les pires pour aller expliquer après à nos populations que chacun doit prendre une part de l'effort. Sur le fond, on connaît cette pression migratoire extrêmement forte. Le problème législatif, vous l'avez dit, le préfet doit pouvoir agir sur un territoire plus large que le département dans lequel il est préfet. Enfin, il y a plein de conditions techniques. Au-delà, les sans-abri, c'est pas que des réfugiés, loin de là. Non, mais là, bien sûr, attendez, discutons de choses différentes. En l'occurrence, là, c'était sur la demande d'asile. Oui, c'était bien spécifique. Après, sur la situation du logement d'urgence et de la demande pour les sans-abri, on a, nous, des équipements sur le territoire, mais à l'échelle nationale, bien sûr qu'il faut réorganiser, repenser les choses. La question est toujours la même, c'est la question de l'acceptation sociale. Or, l'acceptation sociale, elle dépend beaucoup du fait que ce qui est proposé apparaisse aux habitants comme quelque chose de juste. Je ne connais pas de gens qui ne soient pas pour la solidarité, pour l'aide, c'est assez clair là-dessus. Il y a des craintes, il y a des peurs, ça c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui sont généreux. Ça, c'est vrai aussi, et c'est probablement la majorité des gens. Mais après, il faut organiser les choses. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, M. Coltra. Je voudrais juste vous poser une question sur la situation de ce que vous appelez le sans-abrisme en ce moment sur l'agglomération, qui commence vraiment à être tendue. Vous le notez ? Oui, c'est évident. Si on prend quelques chiffres, il y a 4 ans, l'État ouvrait en gros 400 places d'hébergement, et on avait une centaine de personnes sans solution. Depuis 2 ans, ce sont quelques 1000 places qui sont ouvertes et avec 700 personnes qui sollicitent le 115 au quotidien et qui restent sans solution. Donc on voit qu'il y a eu une explosion de la demande d'hébergement, de la demande d'urgence d'hébergement. Et c'est pour ça que je crois qu'on a vraiment, nous, acteurs associatifs, besoin à nos côtés d'engagement politique fort pour faire œuvre de pédagogie auprès de riverains et de dire ce n'est pas dangereux, vous n'allez pas être attaqués, les choses sont gérées et les associations qui accompagnent ces populations sont des associations sérieuses et rigoureuses. Merci beaucoup, Jérôme Colrat, d'être venu sur ce plateau, responsable de l'association Alinéa, qui est basée à Oullins, donc, mais qui travaille évidemment sur l'ensemble de l'agglomération. Dans un instant, on va retrouver Olivier Michel, qui nous attend en régie, mais qui ne va pas tarder à nous rejoindre sur le plateau. En attendant, il est midi et c'est l'heure de retrouver l'actualité de la région. La Voix libre continue juste après. Soria Kaldoun présente le Flash Info. Bonjour Soria. Merci et à tout à l'heure Soria. La Voix est libre. Deuxième partie, notre invité c'est François-Noël Buffet, sénateur-maire UMP d'Oullins et candidat malheureux à la présidence du Grand Lyon. Olivier Michel nous rejoint pour le face-à-face. Bonjour Olivier. Bonjour Paul, bonjour Monsieur Buffet. Bonjour. Alors reparlons de ce qui s'est passé mercredi avec cette phrase. Elle est signée de Daniel Navreau, politologue sur France 3. C'était le 10 avril, une semaine avant le vote au Grand Lyon. Le fait que leur indépendance ait été mal perçue par l'UMP, il parle là des élus de Synergie qu'on recevait tout à l'heure, le fait que leur indépendance ait été mal perçue par l'UMP qui a présenté souvent des candidats contre eux ne peut que les renforcer dans leur volonté d'indépendance. Monsieur Buffet, parlez-nous franchement, c'était quand même une stratégie suicidaire, non, décidée par l'UMP de présenter systématiquement dans ces communes des élus UMP pour essayer de les faire vaciller. Finalement, vous l'avez payé cher, c'était suicidaire. Et d'ailleurs, il l'a reconnu tout à l'heure, Monsieur Grivel. Oui, il y a des élus qui n'ont pas compris le fait que leur légitimité puisse être contestée. Par ailleurs, il faut bien dire qu'ils ont, dans la majorité des cas, été réélus, bien sûr. Mais ça a créé, c'est incontestable, une réaction... Vous étiez d'accord avec cette stratégie au départ ?
savez, je suis plutôt quelqu'un qui essaye de rassembler, qui essaye, y compris sur ma ville, surtout sur ma ville. Ça veut dire que vous n'étiez pas d'accord? Je pense que quand on veut construire des projets, beaucoup de projets, et un projet comme la métropole, il faut parfois privilégier le rassemblement. Oui. Elle va laisser des traces, du coup, à l'interne? Vous avez débriefé un petit peu, j'imagine, après le vote de mercredi. Vous allez encore débriefer bientôt? En même temps, il ne faut pas cacher que le mouvement, l'UMP, a fortement progressé, la communauté urbaine, puisque nous étions 25... Mais le quatrième tour, vous l'avez perdu. Vous avez perdu la communauté urbaine. Vous étiez sûr de l'avoir, vous l'avez perdu. Je pense que le sujet est important. Il faut sans doute que l'on rediscute de la manière de faire, mais pour l'instant, les cicatrices sont encore un peu profondes. Mais je vous écoute, Monsieur Buffet, est-ce qu'il faut un changement du coup à la tête de l'UMP, disons-le clairement, quand il y a un échec aussi important que celui-là? Est-ce qu'il faut une remise en question de ceux qui ont pris les décisions? Je ne crois pas qu'il faille une remise en question de ceux qui ont pris les décisions. Je pense qu'il faut qu'on ait une discussion franche entre nous, très claire, très précise, et que nous puissions adopter ensuite une stratégie qui nous permette de continuer de progresser et de gagner. On se rappelle quand même que sur la communauté urbaine, 49 communes sur 57 ont été remportées par la droite d'hiver droite. La question, ce n'est pas l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, le département était très favorable, c'est l'élection à la métropole qui a des circonstances particulières et qui a à faire face à des comportements particuliers. C'est ça qui est en difficulté, c'est pas le reste. Monsieur Buffet, je vous ai écouté pendant la première partie de l'émission et j'étais un peu surpris, je ne vous le cache pas, un peu désorienté. Le François-Noël Buffet de mercredi, qui a vraiment les boules, on va le dire franchement, qui parle de trahison, qui a des mots assez durs. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus consensuel, vous dites tout va bien, c'est un ami, Monsieur Grivel, et j'avoue, je n'y comprends rien. Parce que c'est la vérité. Marc Grivel est quelqu'un en qui j'ai une totale confiance. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf quand il s'agit de voter au Grand Lyon. Sauf que, mais ça, vous n'étiez pas dans l'isoloir avec lui pour savoir ce qu'il a fait personnellement. Ce qui est insupportable, et ça c'est vrai, c'est que des gens qui ont reçu la légitimité de la population dans leur commune fassent un choix au moment de voter pour la métropole différent de ceux qui les ont élus. C'est en cela que la trahison est profonde. Mais c'est en cela que le choix des électeurs, Monsieur Buffet, c'est un choix d'efficacité. Et de dire aujourd'hui, projet contre projet, vous avez été auditionné, tout comme Monsieur Collomb, et visiblement ce que nous dit Monsieur Grivel et Synergie, c'est qu'ils ont voté sur des projets. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez conscience que peut-être votre projet n'était pas le bon ? La difficulté que nous avions la grande différence avec Gérard Collomb, c'est le fait que sur la gouvernance, nous sommes en désaccord profond et sur la façon de porter un certain nombre de projets, nous sommes en désaccord. Ça, c'est clair là-dessus. Mais le fait qu'un élu soit élu dans sa commune, avec une légitimité politique forte, ne lui permet pas, dans les conditions de l'élection actuelle, de pouvoir trahir ses électeurs. Monsieur Grivel, il nous dit tout à l'heure, je suis centre-droit. Donc vous estimez qu'il a trahi ses électeurs? Quand j'entends centre-droit, c'est pas gauche pour moi. Oui, c'est pas gauche, on est bien d'accord. C'est ce qu'il a dit, Monsieur Grivel, tout à l'heure. Bien sûr, mais c'est donc pas gauche. Et je sais que la majorité des gens du groupe Synergie sont des gens plutôt de divers droite. Ce qui reste totalement assumé ici. Alors, je voudrais vous lire quand même une phrase, c'est celle que a prononcée Philippe Cochet au micro de France 3. Le soir de cette élection, Lyon a été la capitale de la résistance et Lyon a été également la capitale de la collaboration. Collaboration, il fait référence justement à ce vote d'un certain nombre d'élus qui se disent de droite et qui ont voté Gérard Collomb. Est-ce que dans ces mots-là, dans la manière de les formuler, il n'y a pas une forme d'outrance qui justement renforce le fait qu'aujourd'hui un certain nombre d'élus se disent indépendants avant tout et hors des logiques partisanes, dans l'outrance des mots? Je ne partage pas cette expression, pour être clair. Je ne la partage pas parce que je trouve que les mots ont un sens, évidemment, et une connotation et une histoire. C'est un dérapage. Et on est dans une situation où on ne peut pas parler de cela de cette manière-là, en tous les cas utiliser ces mots de cette manière-là. Qu'on parle de trahison, oui, parce que des gens que j'ai vus, que j'ai croisés, avec qui j'ai discuté, m'avaient dit ou m'avaient laissé entendre que leur choix se porterait sur moi. Oui, là, je me sens trahi. Bien sûr, je me sens trahi. Mais c'est vrai, je le crains dans tous les groupes. Je crains que ce soit bien dans tous les groupes, que les choses soient claires. Je reviens à cette question de projet, parce qu'elle me semble assez fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous disent les électeurs, c'est pas laisser tomber vos logiques partisanes? On a vu un certain nombre quand même de gens qui ne sont pas allés voter, plus de 40% des gens qui ne votent pas, mais adopter une démarche beaucoup plus positive, constructive, mettre dans une opposition qui ne soit pas celle qui critique systématiquement, mais une opposition qui puisse apporter sa pierre à l'édifice. Est-ce que ce qui est inauguré là, ce qu'on a appelé longtemps le laboratoire lyonnais, finalement, ce n'est pas la question de fond qui est posée par ce qui s'est passé mercredi? Et du reste, vous avez été vice-président de Gérard Collomb après la défaite de 2001, qui ressemble d'ailleurs fort à celle de 2014. Moi, j'ai été vice-président d'abord du temps de Raymond Barre, où on avait une majorité claire, avec une ouverture faite à l'opposition, et on a fonctionné clairement. En 2001,
Gérard Collomb n'avait pas la majorité, mais il l'a obtenue à l'occasion du vote. On connaît l'histoire. Et j'ai participé. J'en suis parti. J'en suis parti pour une raison simple, c'est que j'étais en désaccord sur le fond, sur des politiques précises, et j'ai quitté l'exécutif. Bon, que les choses là aussi soient parfaitement claires. Je ne crois pas que ce soit un laboratoire. Quand vous êtes élu, vous avez un mandat. Ce mandat est un mandat de confiance. C'est pas la même chose que d'être élu par la population que si on est envoyé par son conseil municipal pour représenter sa commune. C'est pas tout à fait pareil. À un moment, jusqu'à maintenant, à la communauté urbaine, on représentait sa commune au sein de l'EPCI. Aujourd'hui, on représente la population au sein de la métropole. Ça n'a plus rien à voir en termes de légitimité. Et moi, je pense que, à l'égard du projet, puisque l'on parle du projet, je suis en désaccord sur la manière dont le projet de porter la métropole et d'ailleurs de la gouverner, dans la manière de la gouverner, au même titre que je suis en désaccord sur un certain nombre de gestions de grands dossiers qui me paraissent pas adaptés. Je ne suis pas en accord avec M. Collomb. Sur la manière de gouverner. Notamment, et sur les dossiers. En deux mots, Gérard Collomb, selon vous, pendant toutes ces années, a fait une politique de gauche au Grand Lyon ? Chacun sait qu'il n'est pas... il est socialiste. Passé Macron, il est socialiste. Quand il va à Paris, qu'il arrive au Sénat, il va siéger au groupe socialiste, il siège sur le rang des socialistes à la commission des lois, et il fait partie du Parti socialiste. Quand il revient, et passé Macron est rentré à la gare de la Part-Dieu, la situation change. Voilà. Moi, quand je pars de Lyon et que je vais à Paris, je ne change pas d'avis à Macron. Juste un dernier mot de politique politicienne sur l'accord avec l'UDI. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par l'UDI parce que vraisemblablement, vous n'avez pas fait le plein de voix. Et puis on sait aussi que l'UDI était partie très prenante pour la création de la métropole avec Gérard Collomb. Il est extrêmement clair que compte tenu de l'écart de voix qui est conséquent, les gens qui ont voté pour Gérard Collomb appartiennent aussi largement, je pense, à l'UDI. C'est vrai. En tous les cas, en grande partie. Bien sûr que c'est vrai. Une autre phrase signée du Premier ministre, c'était la semaine dernière, lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. « Je propose de réduire de moitié le nombre de régions. En l'absence de fusion volontaire des régions, le gouvernement pourra proposer par la loi une nouvelle carte des régions après les départementales de 2015. » C'est-à-dire, on y sera très vite, c'est l'année prochaine. C'était donc le 8 avril dernier. Vous êtes entièrement d'accord avec cette déclaration ? Monsieur Valls aurait bien fait, au moment de la loi de 2010, de voter le texte que nous lui proposions plutôt que de le combattre, ainsi qu'avec tous ses amis socialistes. La loi 2010, c'est la création des conseillers territoriaux, sur lesquels le conseiller territorial qui se mettait en place, et ce projet-là qui se dessinait. Si aujourd'hui il a changé d'avis, tant mieux, allons-y. On va voir le texte. Je dis simplement qu'il faut être prudent, car si le fait urbain sur ces 40 dernières années est celui qui s'est révélé, les grandes métropoles, ces grands sujets, ne prenons garde, par ces réformes-là, de ne pas mettre en difficulté les territoires ruraux, qui ont besoin de solidarité nationale et qui ont besoin de solidarité territoriale. Donc ça, c'est un vrai sujet. La fusion des régions, c'est quelque chose qui vous semble être une bonne piste. Bien sûr, nous même l'avons si proposé. En 2015, la droite remporte de nombreuses régions, vu la nouvelle configuration, la donne électorale, ce qui pourrait être le cas. Nous discutons sérieusement d'un projet institutionnel de l'organisation de notre territoire. L'aspect électoral est une autre affaire. Mais nous avons, au Sénat, avec Jean-Pierre Raffarin, il y a quelques mois seulement, proposé que les régions fusionnent. La question qui se pose ensuite, c'est d'avoir des élus régionaux qui soient élus sur un territoire, avec un ancrage territoire, sur un scrutin uninominal. Et la nôtre, Ronald, parce qu'elle doit fusionner, parce qu'elle est déjà très grande, elle a 8 départements, elle représente, on regardait avec Olivier... C'est le 17e État de l'Union européenne. On est plus de population que le de la Danemark. Population française, c'est 11% du PIB, c'est une région puissante. Elle a besoin d'être plus grande encore. Elle peut regarder à certains endroits, oui, pour asseoir un peu mieux, parce que l'enjeu, c'est quoi ? C'est aussi, ce qu'il faut regarder, c'est la zone de vie, le bassin de vie, les échanges économiques. Monsieur Buffet, il y a pas un paradoxe. On sent bien que cette proposition-là, elle est faite pour des questions budgétaires, d'efficacité, de mutualisation, on va dire, comme ça, tout comme la métropole, du reste, qui correspond à la fois à une réalité sociologique, mais aussi à un souci de rationaliser. Il n'y aura pas d'économie, rassurez-nous. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la demande des électeurs, on n'est pas dans un paradoxe, à savoir qu'on crée des entités qui sont plus grosses, plus éloigné du citoyen et qu'il renvoie, lui, un besoin de proximité de plus en plus fort. C'est pour ça que je vous dis, dans ce projet régional, il faut que les élus soient sur un scrutin uninominal, à 2 tours, avec un ancrage territorial précis. Mais ça suffira, si on note les compétences, par exemple, aux maires à l'avenir, si les maires font de la présence, finalement, mais n'ont plus de compétences sur l'avenir. On n'en est pas là. C'est-à-dire quoi, M. Buffet, c'est des cantons régionaux, c'est ça que vous voulez inventer ? C'est ça. Je rappelle que dans la loi,
nous avons la priorité aux communes, communautés de communes qui sont les cellules de proximité. Il y aura les métropoles qui sont des grandes métropoles d'équilibre sur le territoire national. Et ces régions qui vont être là auront d'abord une spécificité de compétences, puisqu'il faudra bien les spécialiser avec des territoires précis, un ancrage précis des élus, donc une responsabilité à l'égard de leurs électeurs. Donc tout cela nécessite un travail de fond. Mais si on n'est pas dans cette logique-là, c'est pas la peine de faire, soyons clairs. Si c'est juste un système qui vise à recycler par les scrutins de liste les battus du suffrage universel, ça n'a pas d'intérêt. Paul, est-ce que vous m'autorisez une dernière question? Oui, bien sûr. Je voudrais revenir sur la deuxième partie du débat, la troisième partie du débat. Monsieur Colrat vous interpelle et vous dites l'acceptation sociale est importante dans ce genre de dossier sur l'installation d'un certain nombre de populations, mais vous êtes responsable aussi de l'acceptation sociale. Bien sûr qu'on est responsable. Vous êtes un intermédiaire indispensable. Oui. C'est pour ça que j'ai râlé, parce que je n'ai pas été consulté par le préfet. C'est bien pour ça que quand j'ai vous râlé. organisez des manifestations, quand vous interpellez devant la justice une décision du préfet, est-ce que vous n'entretenez pas justement une forme de défiance et de peur de la part de vos concitoyens? Ah, pas du tout. Je défends mes concitoyens qui eux-mêmes ont été choqués de la manière dont les choses se sont passées. C'est ça la réalité. Mais quand on discutait tout à l'heure, bien sûr qu'on est d'accord pour accueillir certains égards. La question est beaucoup plus compliquée que cela. Et tout le monde sait très bien que la question est plus compliquée que cela. Tout dépend beaucoup des... on ne va pas ouvrir le débat sur ce sujet-là parce que c'est très important. Mais il faut être en capacité à certains moments, de pouvoir faire avancer les dossiers et de pouvoir dire que nous devons accepter. Mais c'est une question d'acceptabilité. La pression migratoire aujourd'hui est trop forte sur le territoire rhône-alpin, enfin en particulier le département du Rhône. Il faut modifier cela et avancer différemment. Mais là est une autre discussion qu'on aura l'occasion d'en dire. Merci. Bien sûr, merci François-Noël Buffet, merci Olivier. La semaine prochaine, un invité assez exceptionnel. Il s'agit de Cédric Villani, si ce nom ne vous dit rien. Son visage, lui, vous parle certainement. Cédric Villani, c'est un des plus grands mathématiciens du monde, lauréat de la médaille Fields il y a 4 ans, l'équivalent du Nobel des maths. Il aime faire partager sa passion pour les mathématiques. Il en a même fait un roman. Bref, c'est un personnage hors du commun que vous découvrirez avec nous. Les programmes de France 3 pour cet après-midi. Le documentaire du samedi nous emmène à Marseille, à la recherche des épaves de bateaux nombreuses dans les eaux de la Méditerranée et qui parlent de l'histoire maritime de la ville, à 15h20. Et puis avec Laurent Guillaume, dans Chronique d'en haut, on ira en Inde, au nord du pays, où sévissent de nombreuses catastrophes naturelles. Vous y suivrez une cérémonie bouddhiste appelée le Gochak. C'est à 16h15. On n'oublie pas non plus le séjour de finale de Coupe de la Ligue OL-PSG, mission spéciale depuis le Stade de France. Ce soir à 20h10, présenté par Nabil Awadi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bérénice Dalmé, Patrick Dehaye et bien entendu l'imperturbable, impeccable et intraitable Adrien Gros-Radenez. C'est Denis Milan qui réalisait La Voix est libre. Bon week-end, à samedi prochain.